Bonjour à tous et bienvenue en ce jeudi 7 juillet à ce webinaire sur l'assurance cybersécurité. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir d'être en compagnie aujourd'hui de Marc-André Laflamme qui se joint à nous pour nous parler d'assurance cybersécurité. Bonjour Marc-André. Bonjour. Super, merci d'être là avec nous. On est également en compagnie de Maxime Dion, président de MS Solutions, qui est avec nous également pour l'occasion. Bonjour Maxime. Bonjour Marie-Ève, ça fait toujours plaisir de te voir. Merci. Et alors, sans plus tarder, commençons avec notre agenda aujourd'hui. Maxime, veux-tu nous raconter un peu, c'est quoi les grandes lignes de ce qu'on va parler dans ce webinaire sur la cyberassurance? Bien sûr, bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous recevoir encore à ce webinaire. Donc, l'agenda du jour, pourquoi avons-nous besoin d'une assurance en cybersécurité? Quels sont les prérequis pour accéder à une cyberassurance? Qu'est-ce qui est couvert par une assurance en cybersécurité? Et on aura un cas concret à vous parler. Et finalement, quel est l'état du marché de la cyberassurance? Donc, avant de passer la parole à Marc-André, je vais vous parler de quelques statistiques concernant le marché ou plutôt des cyberattaques. Comme on peut le voir sur le graphique, les cyberattaques ont augmenté beaucoup. Et là, on a un exemple là, dans le domaine manufacturier. Les cyberattaques ont augmenté beaucoup plus que dans la moyenne des autres entreprises. Donc, une augmentation de 300% par rapport au marché en général des entreprises où les cyberattaques ont augmenté de 93%. Et ça, c'est sur le point de référence de 2012 pour un des assureurs en cybersécurité qui est Chubb. Aussi, on peut voir, étant donné qu'on a beaucoup de clients qui sont dans le domaine des services professionnels, on peut voir aussi que le domaine des services professionnels, les cyberattaques ont augmenté aussi plus que dans la moyenne des entreprises en général. Et finalement, dans l'autre, on voit aussi l'autre diapo, on voit que les cyberattaques des entreprises de moins de 25 millions de revenus ont aussi augmenté beaucoup plus que les entreprises en général. Donc, un peu en conclusion de ça, on peut voir que les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et probablement rendues plus fréquentes que les feux dans les entreprises. Et probablement que tout le monde est assuré contre des pertes pour un feu dans son entreprise, bien, probablement qu'il est le temps aussi de penser à avoir une assurance pour se couvrir contre les cyberattaques. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Marc-André qui va pouvoir justement vous parler plus des cyberassurances. Salut Marc-André, comment ça va? Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité, super gentil. Donc, je vais répondre tout de suite à la question qui est soulevée, Maxime. Ouais. Pourquoi avoir de la cyberassurance? En réalité, il faut distinguer peut-être la cyberassurance des assurances plus traditionnelles que les gens sont habitués de souscrire, là, les biens, comme tu as mentionné, la responsabilité civile générale. La cyberassurance, c'est un produit qui est un peu différent, c'est une bébête à part. Il y aurait deux grandes raisons, si je peux distinguer les choses pour souscrire ce type d'assurance-là. Un, protéger l'aspect financier de votre entreprise, là, évidemment. Là, si quiconque fait face à un événement de sécurité informatique va probablement subir des coûts additionnels, des coûts d'urgence pour restaurer un réseau, pour colmater là, la brèche ou la source de la brèche. Certains, puis la majorité, font face à des rançons logicielles, donc payer une rançon, accéder à de la crypto-monnaie, etc. Donc, il y a l'aspect financier d'une cyberattaque qui est extrêmement important. Là où la cyberassurance se distingue beaucoup, c'est aussi toute la valeur ajoutée que les assureurs spécialisés peuvent amener. Donc, amener du service, de l'accompagnement dans la cellule de crise, parce que un événement, une attaque cyber, ça se gère là, dès la première minute, là, la première heure pour être réaliste. Là. On établit une cellule de crise, on a besoin de faire intervenir souvent des experts en cybersécurité, des gens qui vont identifier, comme je disais,
la source de la brèche, évaluer si les données ont été exfiltrées, est-ce que les données sont maintenant, les données qui ont été volées, est-ce qu'il y avait une valeur, puis est-ce qu'ils sont maintenant disponibles sur le dark web ou est-ce qu'ils ont été divulgués alors qu'ils auraient dû rester confidentiels, etc., etc. Là, négocier avec les demandeurs de rançon, payer la rançon dans certains cas, malheureusement. Donc, je pourrais vous faire une liste là, interminable d'intervenants tiers qui doivent, selon le type de scénario, être sollicités. Puis, les assureurs, eux, les ont déjà sous contrat, ces intervenants-là, disponibles, rapidement disponibles, peuvent les faire intervenir. Puis, les assureurs connaissent, les assureurs spécialisés en cyber connaissent le marché, ont vécu d'autres attaques informatiques chez leurs clients, chez leurs assurés, donc vont peut-être reconnaître des similarités dans le scénario qu'une entreprise vivrait avec d'autres scénarios connus, ce qui va leur permettre d'être proactifs puis de peut-être limiter encore plus les dégâts. Donc, cette raison-là, là, toute cette valeur ajoutée-là qu'un assureur en cyber peut apporter est probablement souvent la raison première pourquoi nos clients cherchent de la cyberassurance. Puis j'imagine, Marc-André, que ce n'est pas juste nécessairement la rançon qui est couverte par ta cyberassurance, mais aussi tous ces services-là que tu nous as mentionnés. C'est quelque chose qui est couvert aussi. Ces professionnels-là sont couverts par ton assurance en cybersécurité? Exactement. Okay. La plupart des frais que j'ai nommés font tous partie des garanties spécifiquement listées dans une police d'assurance quand la police est bien montée. Là, il y a différents produits dans l'industrie. OK. Je vous dirais, je sais qu'on avait prévu parler un peu aussi là, dans les diapos qui suivent de l'envergure des pertes ou même en termes de statistiques là, des réclamations qui font l'objet de la plus grande fréquence. Donc, peut-être juste rapidement, puis les gens probablement qui nous écoutent le savent, mais ce qu'on voit le plus, c'est les attaques par rançon logiciel. Donc, là, on a un graphique, là, puis toutes les statistiques se valent là, dans le monde, là, mais les attaques par rançon logiciel sont définitivement les cas qui présentent la plus grande fréquence, puis des fois aussi, de plus en plus, la plus grande sévérité. Les demandeurs de rançon ont réalisé dans les dernières années, là, la dernière décennie, que c'était une industrie qui pouvait être relativement lucrative. Donc les rançons aussi qu'on voit être demandées augmentent. Et je vous dirais, on était habitué de voir des petites rançons pour des petites PME, puis des grandes rançons demandées pour des grandes entreprises. Puis maintenant, il n'y a plus de vérité. Là. Des fois, on est surpris de l'envergure des rançons pour des entreprises qui n'auront pas la capacité financière nécessairement de l'assumer. OK. Puis même chose ici, là, je dirais qu'un tiers à peu près des réclamations, là, comme je viens de dire, là, provient de rançon logiciel. Mm-hmm. Je crois que un des aspects importants aussi à comprendre et à maîtriser, là, avant de parler de l'assurance elle-même ou de ce que ça couvre, c'est de bien souligner le fait qu'un assureur maintenant, là, avec l'expérience vécue dans les dernières années, un assureur maintenant va être beaucoup plus exigeant sur les critères à rencontrer pour accepter de souscrire l'assurance. Faut pas se bercer d'illusions. L'assureur, lui, qui prend un risque, bien, un peu comme quand un assureur en bâtiment assure une usine, il s'attend à ce qu'il y ait un minimum de prévention qui soit fait pour éviter. Ce qu'on veut, c'est assurer le risque résiduel, le risque qu'on ne peut pas contrôler, nous, comme entrepreneurs. Donc, maintenant, les assureurs appliquent à peu près la même philosophie en cyber qu'ils appliquent en bien. En bien, ils veulent voir un réseau de gicleurs. Bien, en cyberassurance, ils veulent voir ce qui est énoncé dans la diapositive. La plupart du temps, ces mesures-là sont quasiment des prérequis. Là, tout est variable. Là. Il y en a qui vont être des prérequis plus stricts que d'autres, mais ça fait partie maintenant des meilleures pratiques que les assureurs souhaitent voir en place. Fait que si on les défile rapidement, en termes de prévention, les assureurs s'attendent à ce que les outils technologiques disponibles maintenant soient utilisés, soient déployés. Donc, on parle de MFA, là, ce qui est la double authentification. Oui. Ben, de plus en plus, la double authentification est un prérequis très strict chez beaucoup d'assureurs, sans quoi l'assureur n'acceptera pas de déposer d'offres d'assurance. L'autre élément qui est listé ensuite, en anglais, là, on parle de Endpoint Detection and Response.
Vous êtes les experts là, chez MS Solutions dans ces solutions-là, mais en termes très simples, c'est un antivirus qui a des fonctionnalités un peu plus avancées, donc un peu d'intelligence artificielle. L'antivirus ne va pas non seulement identifier qu'il se passe quelque chose de malsain sur le réseau, mais va réagir, va répondre à cette attaque-là, va peut-être fermer des liens, isoler le périmètre ou l'architecture réseau qui est affectée pour éviter que la perte devienne une grosse perte. Fait que, à la limite, le parallèle avec le système de gicleur en usine est encore le bon parce que s'il y a une tête de gicleur qui déclenche pour éteindre un petit incendie pour éviter que le feu se propage, l'impact est le même pour l'assureur, c'est qu'on limite la perte puis on limite l'événement. Un autre élément qui est suivi de près, c'est la gestion des accès privilégiés. Donc, qui a les licences admin? Donc, si le compte de la personne qui a un titre ou une licence d'admin est hacké là, et fraudé, cette personne-là va probablement être un conduit rapide vers le reste du réseau parce que là, tu as un peu les clés maîtres de tout le réseau. Alors, on veut que, ou les assureurs veulent voir une gestion beaucoup plus stricte des accès maîtres puis des accès admin dans un réseau informatique. Même chose pour les appareils mobiles. Puis là, on vient de sortir, ou en fait, on n'est pas encore tout à fait sorti, là, mais de 2 ans de travail à distance, de télétravail. Donc, ce qui était vrai avant est encore plus vrai maintenant. On utilise nos laptops, on utilise nos cellulaires, des tablettes pour se brancher au réseau d'entreprise, mais on le fait peu importe où on est basé. Puis être basé au bureau, déjà, on est dans un environnement qui est plus contrôlé. Quand on le fait de la maison, déjà, on est un peu plus sujet à des attaques parce que le périmètre de sécurité n'est peut-être pas aussi fort, à moins là, que tous les accès VPN, eux, compensent. Puis, tout le monde sait, là, pour lire les articles, là, après ça, si on travaille dans un café ou dans un aéroport sur le Wi-Fi, là, encore là, les accès sont beaucoup plus faciles. La sécurité est moins robuste. Donc, gérer la flotte d'appareils mobiles, quel genre de données peut être stocké sur l'appareil mobile? Est-ce qu'on est capable de le contrôler à distance, de l'effacer? Est-ce que l'appareil donne accès au réseau? Ou sinon, quand j'ai un VPN, est-ce que la double authentification est requise, etc., etc.? Donc ça, ce sont des mesures qui sont très bénéfiques si les clients des assureurs déploient ces mesures de contrôle-là. L'assureur va être beaucoup plus enclin à offrir des termes avantageux. Même chose, on entend beaucoup les assureurs maintenant faire un suivi sur les procédures de mise à jour des logiciels, là, puis tout ce qui est du patching procedure. Là. Donc, est-ce que aussitôt qu'une faille est connue chez un développeur, donc prenons Microsoft là, qui est connu puis qui en a des outils là, de déployer, Microsoft émet des avis pour des patchs, des mises à jour de sécurité. Tous les gros développeurs le font. Maintenant, est-ce que les utilisateurs, les usagers les installent, ces patchs-là, dans le délai prescrit, puis c'est ce qu'on souhaite voir. Fait que, encore même chose, ça prend même une politique à la limite dans les entreprises un peu plus développées. L'assureur va demander de voir s'il y a une politique de déploiement des patchs, puis quels patchs sont considérés critiques, à quel niveau ou à quelle rapidité ils vont être déployés, installés, etc. Oui. Gestion des backups. Donc, même chose. Est-ce que la gestion des backups est bien structurée? Est-ce que c'est fait un peu sans trop y avoir pensé ou est-ce que vraiment il y a une politique puis il y a une gestion des backups? Est-ce qu'il y a des backups qui sont offline, qui sont physiquement en dehors du bureau, en dehors du réseau? Est-ce qu'il y a des tests qui sont faits sur les backups? Est-ce qu'on peut réaccéder à nos données? Quel genre de données sont sauvegardées? Puis en gardant en tête puis en sachant que la plupart des événements d'attaque cyber maintenant visent également le backup avant que l'attaque soit déclenchée. Fait que d'avoir une bonne politique de gestion des backups n'est pas la fin des émissions. Là, il y a beaucoup de clients qui, dans le temps, là, depuis qu'on parle d'assurance cyber, là, donc dernière décennie, là, nous disaient je ne suis pas à risque parce que j'ai des bons backups. Mais on l'a vu chez nos clients, là, quand le hacker décide de déclencher son attaque, il a eu le temps de s'installer et dans le réseau live et de backuper ou de faire backuper ses bots, là, ses engins. Puis le backup est en même temps pris en otage que le reste du réseau. Ou quand on essaie de réinstaller le backup, il se fait contaminer. Donc, il les efface souvent même. Il efface les backups avant de déclencher son attaque sur le réseau comme tel.
C'est ça. Oui. Et tout ça peut se résumer peut-être par le dernier point qui est est-ce qu'il y a un plan de gestion de crise? Puis y a-t-il un plan de relève à une attaque cyber? Est-ce qu'il y a un plan de gestion de la crise? Est-ce qu'il existe? Est-ce que ça a été réfléchi dans l'entreprise qu'on souhaite assurer? Est-ce que c'est structuré? Est-ce que cette entreprise-là travaille avec ses partenaires en cyber, en TI? Est-ce que toute cette réflexion-là a donné une structure de gestion de crise ou de gestion de sécurité qui est suffisante et qui est adéquate? Puis si les réponses à ça, c'est oui, en grande partie, ça veut dire qu'on est bien assurable. On a fait ce qu'il fallait pour se protéger un minimum. Puis le reste, ben, il en existe quand même un risque. La CIA se fait hacker. Là. Fait que, oui, le risque, c'est toujours pas, Marc-André. Exact. Par contre, si tu mets tout ce qui est affiché actuellement à l'écran en place, tu as diminué ton risque. On le répète, le risque zéro n'existe pas, mais tu l'as diminué de beaucoup. Puis je te dirais qu'un des autres points aussi qu'on pourrait ajouter à cette liste-là, c'est la formation de ton personnel, parce que c'est de plus en plus une porte d'entrée qui est une faiblesse, si on veut, là, de la cybersécurité dans les entreprises. C'est des fois la mauvaise connaissance des risques des employés. Donc, la formation auprès des employés est un autre, souvent prérequis là, de certains assureurs. Je te laisse continuer, Marc-André. Ce qu'on voit dans les entreprises d'une plus grande envergure, c'est la question est est-ce que au niveau du conseil d'administration, ça fait partie des enjeux qui sont monitorés? Donc, tout ce qu'on vient de décrire là, des fois, c'est une commande qui vient du conseil d'administration qui dit à ses dirigeants, assurez-vous de respecter les meilleures pratiques, puis etc. Qu'est-ce que ça couvre, une assurance cyber maintenant? Ben, je l'ai effleuré rapidement. Je ferai deux grandes familles, là, je ne lirai pas la diapositive là, qui est plus un aide-mémoire, mais il y a deux grandes familles de risques qui sont couvertes sur une assurance cyber. Le volet responsabilité, dont je parle en premier, parce que c'est peut-être que j'ai moins de choses à dire là-dessus, parce que c'est rare encore qu'on voit une attaque cyber se développer en une poursuite contre la compagnie qui a été fraudée ou hackée ou breachée. J'essaie de parler le plus français possible. Donc, la responsabilité serait un enjeu si les données que j'hébergeais ont été saisies par un fraudeur et ont été distribuées ou divulguées publiquement ou revendues, puis qu'il y a quelqu'un qui se trouve lésé de ça, puis qui réussit à le démontrer, puis à me poursuivre en me réclamant une compensation financière. Fait que si ça arrive, oui, l'assurance cyber a normalement une police d'assurance qui est bien montée, là, qui est bien structurée par un assureur qui est spécialisé là-dedans, va avoir le volet responsabilité. Mais ça, je vous dirais, ça va arriver tard dans le processus. Ce n'est pas ce qu'on va regarder le jour 1. Donc, dès qu'il y a une brèche, ce qu'on va observer, c'est plutôt tous les dommages directs. Qu'est-ce que moi, comme entreprise, je vais devoir débourser pour régler la situation, puis me remettre en opération, puis continuer à faire ce que je fais bien d'habitude, puis me débarrasser de l'événement de cybersécurité. Hey Marc-André, il me vient à la tête une question, puis écoute, si tu n'as pas la réponse, gêne-toi pas, tu nous la fourniras après le webinaire, puis on pourra la fournir à nos gens, mais la loi 25 a été promulguée au Québec et cette loi-là va donner des pénalités aux entreprises qui vont avoir eu une brèche dans les informations personnelles et confidentielles de leurs clients. Est-ce que cette pénalité-là imposée serait assurée par l'assurance cybersécurité? La réponse, c'est l'intention des assureurs d'assurer les pénalités réglementaires si légalement c'est possible de le faire. Parce que c'est sûr que si le législateur, puis là dans la loi 25, on ne le sait pas encore. Parce qu'en plus, la loi vient en application là, sur 3 ans. Là, puis là, cette année, c'est la première année. Là. Mais donc, dans le monde en général, donc au Canada, aux États-Unis, en Europe, il existe plusieurs lois ou règlements qui viennent donner le pouvoir de charger des pénalités. Dans certaines circonstances, je ne suis pas sûr que c'est le simple fait de se faire hacker qui va donner le droit de charger une pénalité, mais si on n'a pas répondu à certaines autres prescriptions de la loi, là oui, on serait sujet à des pénalités. S'il n'y a rien qui empêche l'assureur de payer ou de compenser pour la pénalité, oui, normalement, une police d'assurance cyber paye ces pénalités-là.
Si le législateur a dit tu ne peux pas l'assurer, ben là, l'assureur ne se comportera pas, il n'ira pas à l'encontre du législateur. Mais c'est un bon point. Ça fait partie, les pénalités font partie de ce qu'une police d'assurance peut couvrir. Je vais vous ramener plus si on y va là, dans l'ordre, ben, la gestion de crise, dès le jour 1 ou dès la première minute, comme je disais tantôt, on va vouloir être accompagné. Donc, les premiers intervenants, normalement, dans une attaque cyber, ce sont les breach coachs. Donc, les conseillers juridiques qui vous accompagnent dès le jour 1, qui sont engagés par l'entreprise qui a été hackée, mais qui sont payés par l'assureur. Puis ces conseillers-là viennent évaluer un peu le portrait de la situation. Donc, dire, bon, ben vous, on comprend ce qui est arrivé. On va vite essayer de comprendre quel genre de données ont été accédées, s'il y en a, puis quel impact ça pourrait avoir pour votre responsabilité à vous, puis on va gérer cet aspect-là. Puis souvent, le breach coach va être aussi celui qui va avoir le mandat pour l'assureur d'engager les différents fournisseurs nécessaires pour répondre à l'événement. Puis tout ça, normalement, devrait être à la charge de l'assureur, mais c'est là où il faut être vigilant. Ça va vite, une gestion de réclamation, là, une gestion de crise en cyber. Tout se passe dans les premières 48 heures, puis après la première semaine. Il faut travailler en équipe parce que ça peut aller vite, les dépenses, puis il faut que quelqu'un monitore en même temps et se dise est-ce que oui ou non, cette dépense-là serait assurable. Fait qu'on veut normalement avoir notre assureur sur la ligne en même temps, puis que les autres fournisseurs, puis que mon breach coach, puis que les informaticiens, puis les experts en cybersécurité pour que tout ce monde-là travaille ensemble, puis qu'on sache qu'est-ce qu'on est en train de poser comme geste, puis si c'est assuré. Mais je vous dirais que, bon an, mal an, la plupart des frais de gestion de crise sont assurés. Donc, gestion de crise, le paiement de la rançon, si requis, et si possible de le faire, parce que si la rançon doit être payée à une entité qui est visée par des sanctions commerciales, pensez à des groupes terroristes, on ne pourra pas le faire, le paiement de rançon. Donc, on va être obligé de rebâtir le réseau from scratch, puis on ne pourra pas compter sur la collaboration du hacker là, si on y paye la rançon pour nous redonner les clés pour décrypter le réseau. Donc, ça peut être un enjeu. Juste avant de continuer, Marc-André, dans les professionnels qui peuvent être payés, j'ai un autre exemple pour toi. Sans nommer les noms, là, il y a des grosses entreprises au Québec qui ont été hackées dans les dernières années. Puis tu as vu un cabinet comme National qui a pris en charge pas la gestion de crise, mais la gestion des communications au niveau des médias. Une dépense de même, ça fait aussi partie de ce qui est assuré par l'assureur? Oui, la gestion de relations publiques fait partie des frais, comme le paiement des fois du suivi de crédit. Tu sais, si on doit engager un Equifax de ce monde parce qu'on est une entreprise qui offre des services et qui prend des paiements pour nos clients, puis on veut leur offrir le service de suivi de crédit s'il y a une chance que leur identité ou leur information de crédit ou de paiement ait été usurpée. Donc, le suivi de crédit, ça peut également être payé. Les frais de reconstitution de données, puis du réseau. C'est si on doit rebâtir le réseau, puis on a vu des événements, nous, où même les ordinateurs physiques ont dû être jetés, les serveurs ont dû être jetés, puis on a dû racheter de l'équipement, rebâtir vraiment là, de zéro le réseau au complet, le reconfigurer les accès, redéployer les logiciels. Donc, ces frais-là peuvent être assurés également. L'interruption d'affaires ou la perte de revenus qui résulte là, de l'événement. Ça se peut que je sois pas capable d'opérer, de vendre mon produit ou mes services pendant une période de temps X. Bien, ça aussi, c'est assurable. Donc, vous voyez, là, normalement, on couvre l'ensemble des frais. Encore là, il faut être certain là, de bien travailler avec l'assureur, mais l'ensemble des frais qui sont pertinents pour gérer la crise, nous remettre sur pied et nous ramener à un niveau d'opération pré-attaque devrait être assurable. Oui. Donc, ça fait partie un peu de la portée de la police. Je vous dirais que les polices d'assurance maintenant sont beaucoup plus matures. Là. Donc, ils se ressemblent un peu plus qu'à l'origine. À l'origine, tous les assureurs arrivaient avec un contrat, avec une formulation différente. Mais de plus en plus, là, il y a une certaine consolidation dans le marché. Là, puis les assureurs ont des produits qui se ressemblent beaucoup plus. Puis ce que je viens de vous décrire là, bon an mal an, est vrai chez les assureurs spécialisés. OK. Est-ce qu'on essaie d'illustrer ça? Pourquoi pas? Des cas concrets. Tu as un exemple à nous parler, Marc-André?
Bien sûr, puis des cas concrets, là, il y en a plusieurs. Donc, restons là, dans le terre-à-terre, là, pas des choses là, qui vont empêcher personne de dormir, mais qui sont une bonne illustration. Dans la clientèle qu'on sert, là, il y a de la grande et de la grande entreprise, il y a de la PME, il y a de l'entreprise de services, puis dans les derniers mois, dernières années, on en a vu des attaques sur l'ensemble des types de clients, mais celui dont je pense qu'il est utile de parler, c'est une attaque sur un cabinet de comptables d'une envergure relativement restreinte, peut-être une trentaine de professionnels, donc pas l'immense cabinet, et pourtant, en termes de dollars, c'est quelque chose qui aura coûté entre 3 et 400 000 à gérer au complet, là. De la gestion de crise initiale, donc faire intervenir les bridge coachs, donc les avocats dont je parlais, pour identifier, parce que là, j'avais de l'info sensible qui était potentiellement rendue disponible à des tiers. Là, on parle d'infos financières de clients de ce cabinet-là. Donc, de l'info sensible, des négociations avec les hackers parce qu'ils demandaient une rançon. Puis, ce qui est arrivé dans le cas de la rançon, c'est qu'il y a eu une première rançon demandée de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis la décision a été prise après consultation interne de faire un premier paiement. Il y a eu une négociation. C'est en Bitcoin, hein, je pense. Oui, ça a été payé. Tu m'avais dit, Marc-André. Ouais. Ça a été payé en crypto en plus. Fait que là, une firme qui connaît les hackers, qui est capable d'établir un canal de communication avec eux, c'est pas la façon usuelle. Là. Ils ne nous appellent pas sur notre cellulaire. Fait que donc, d'établir un canal de communication, de négocier le paiement d'une rançon, d'effectuer le paiement en crypto. Puis là, ben, malheureusement, dans ce cas-là, les hackers ont dit merci beaucoup pour le premier paiement. Finalement, on va vous en demander un deuxième avant de vous redonner l'information. Mais il y a eu une autre négo, il y a eu une démonstration de fait que l'information. Marc-André, la négo, ce n'était pas le client qui faisait ça. C'est le spécialiste qui était embauché par l'assureur et qui était payé par l'assureur aussi, c'est ça? Exactement. OK. Puis là, il y a une deuxième rançon demandée qui n'a pas été payée cette fois-ci parce que là, on avait un peu perdu espoir dans l'honnêteté relative de ces gens-là. Donc, la décision a été prise de continuer à travailler sur le périmètre de sécurité du réseau, de nettoyer le réseau, de rebâtir des données, d'identifier. Puis là, ben, cet événement-là a eu une fin là, à un moment donné. Là, on a réussi à remettre le réseau en état. La seule chose étant qu'il y a encore un suivi qui est fait dans le dark web parce qu'il y aurait eu de l'information en partie qui a été exfiltrée, mais personne ne pense que c'est de l'information qui a été revendue ou redistribuée, ni de l'information trop critique, mais quand même, il y a quand même un suivi qui a été fait. Fait que tout ça génère des coûts, puis ça peut aller très vite. Fait que c'est sans assurance. Je vous dirais que ce cabinet-là, qui n'était pas nécessairement outillé en termes de contact, pour se faire coacher dès le jour 1 puis gérer la crise, ce cabinet-là serait en position très fâcheuse, surtout que c'est arrivé un peu autour des périodes d'impôt. Donc, ça serait en position très fâcheuse, alors qu'on a géré ça en moins d'une semaine pour la portion crise. Les gens ont été arrêtés de travailler seulement quelques jours, puis le travail a pu être rattrapé par la suite. Mais reste que l'assureur a payé beaucoup d'argent pour gérer puis minimiser l'impact de cette crise-là. Intéressant que tu aies dit qu'ils aient fait ça durant la période d'impôt. Naturellement, les pirates, ils étudient un peu leur cible avant de les attaquer. Et naturellement, ils n'auraient pas fait ça durant les vacances d'été parce que ça aurait laissé plus de temps aux clients de réagir. Durant la période des impôts, naturellement, tout le monde est à fleur de peau, probablement, dans un bureau de comptable et ils réagissent beaucoup plus vite, probablement, à payer une rançon. Ça n'a pas été dit, mais disons que c'est une hypothèse qui tient la route, comme le fait que les grosses attaques cyber qu'on a vues se dérouler et se déclenchaient les fins de semaine ou les vendredis soirs ou les jours fériés. On dirait que les gens sont quand même habitués à rendre la situation encore plus complexe. Tu vois, là, le cas que tu nous as parlé, qui est excellent, Marc-André, fait référence plus à du ransomware. La fameuse fraude du président, où que là, c'est toi-même qui vas aller verser de l'argent
aux fraudeurs. Tu ne le sais pas, là, mais tu t'envoies un transfert bancaire à un fraudeur. Est-ce que ça, généralement, aussi, même si c'est toi qui as fait l'action de verser de l'argent aux fraudeurs, est-ce que ça, normalement, c'est assuré aussi dans une assurance cybersécurité? Non, puis je suis content que tu poses la question parce que c'est une distinction qui est importante. L'assurance cybersécurité, ce que ça vise, c'est de couvrir des événements qui s'attaquent à un réseau ou à de la donnée, pas à de l'argent. L'argent, il y a d'autres types d'assurances pour ça. Puis la fraude du président, ça s'assure sur une police de détournement ou de fraude ou une police crime. Là. Il y a plusieurs noms, mais on parle tout le temps du même produit d'assurance, mais ça se couvre ailleurs. L'assurance cyber, c'est pour couvrir l'attaque sur le réseau informatique et les données contenues dans le réseau. OK. Bon, bonne distinction. Fait que, là, je sais que le temps a passé très vite. Donc, vous m'arrêtez si on est à la date ultime, mais à l'heure ultime, mais peut-être juste quelques mots sur l'état du marché. L'assurance cyber se vend puis se transige depuis plus de 10 ans là, maintenant. Ce n'est pas un produit qui existait historiquement, là, mais les assureurs, là, au début des années 2010, là, ont commencé à écrire leur police d'assurance et à les vendre puis à essayer de contrôler. Ce qui est arrivé dans les 2-3 dernières années avec le travail à distance, avec la pandémie, puis de toute façon, la vague s'en venait déjà. Oui. C'est la grande fréquence et la grande sévérité des réclamations, ce qui fait que les assureurs ont été un peu pris de court. Ce qui avait bâti comme volume de primes, qui sert à payer les indemnités et les réclamations, n'était pas suffisant pour la sévérité des réclamations. Donc, l'expérience de perte des assureurs s'est détériorée énormément. Les réclamations sont devenues beaucoup trop fréquentes, beaucoup trop dispendieuses. Il n'y avait pas le bassin de primes nécessaire pour les absorber. Donc, depuis 1 an et demi, 2 ans, ce qu'on vit, c'est une correction très, très, très rapide et très sévère dans le marché. Donc, c'est pas surprenant que les primes d'assurance passent de montant X à 1 fois et demi, 2 fois le montant dans la même année, surtout pour les petites primes. On était capable des fois de souscrire pour des PME de moins grande envergure, des primes encore entre 3 et 5 000 ou en bas de 10 000. Bien, maintenant, il y a beaucoup d'assureurs qui mettent leur seuil à 10 ou 15 000 comme prime minimum, peu importe l'envergure du risque. Puis là, bien, des primes, on en voit là, dans les dizaines et les centaines de milliers de dollars selon l'envergure du risque aussi. Donc, vous le voyez à l'écran, là, le ratio combiné, là, donc le ratio là, de profitabilité des assureurs, là, une fois les frais internes et les pertes payées, frôlaient ou dépassaient des fois là, le seuil de rentabilité des assureurs. Donc, les primes, eux, c'est la ligne bleue, les primes ont augmenté. Mais même avec l'augmentation des primes, les assureurs ont de la difficulté à rebalancer leur livre d'affaires. Ce qu'on espère, c'est que tout ça va finir par s'équilibrer parce que ce qui pourrait arriver un jour, c'est qu'il y ait de moins en moins d'assureurs qui vont offrir du cyber ou qui vont offrir une couverture de plus en plus restreinte. Puis là, ben, ce n'est pas à l'avantage de personne. Tout ce que j'ai décrit avant là, pourrait ne plus faire l'objet de la couverture. Pour s'assurer d'avoir le plus de chances de continuer ou de pouvoir être assuré en cyber-risque, c'est de mettre en place tous les prérequis là, tels que mentionné plus tôt. Là, carrément. Entre autres. Carrément. As-tu d'autres choses à ajouter par rapport à l'état du marché, Marc-André? Ben, pas rien de matériel. Là, dans la diapo, là, on voit un peu les mesures que les assureurs prennent pour essayer de contrôler leurs propres risques à eux. Donc, les dispositions qu'ils prennent dans le contrat d'assurance pour ne pas être exposés à une perte catastrophique qui les mettrait eux-mêmes en position de difficulté financière, ce qui les empêcherait d'honorer leur contrat d'assurance. Donc, il y a un peu plus de restrictions dans les polices qu'avant, mais pas au point de réduire la portée pour les événements les plus susceptibles d'arriver. Mais oui, c'est un marché qui est très difficile quand même, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réclamations. OK. Ton micro, Marie-Ève. Pardon. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas parlé. C'est ça. Vas-y. Merci beaucoup, Marc-André. Merci beaucoup, Maxime. Malheureusement, aujourd'hui, on a un enjeu avec notre option questions-réponses. Donc, on n'est pas en mesure de prendre vos questions. Toutefois, je pense que le contenu était très, très détaillé. Puis j'espère que, comme moi, vous avez appris de nombreuses choses, notamment un breach coach. Moi, je ne savais pas que c'était un métier qui existait. Je n'avais pas ce choix-là, moi, dans mes choix de métier quand j'ai choisi ce que j'allais faire. C'est un des métiers de l'avenir, j'en doute pas. Donc, merci pour toute l'information
super pertinentes, Marc-André. Tout le monde, vous allez recevoir un courriel, comme d'habitude, suite à notre webinaire. C'est l'occasion de poser votre question. Vous pouvez nous écrire. Vous allez avoir les coordonnées de Marc-André également pour avoir plus d'informations sur les solutions d'assurance qui sont disponibles, les prérequis et tout ça. N'hésitez pas à faire appel à nous également. La liste de prérequis, c'est toutes des choses avec lesquelles on peut vous aider, bien entendu. Puis Maxime vient de passer à travers un renouvellement d'assurance cybersécurité. Il y a toujours des conseils à vous donner, bien entendu. Donc, ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui en grand nombre. Restez avec nous dans 2 semaines, autour du 21 juillet, si je ne me trompe pas. Nous allons parler de SharePoint et de OneDrive, la différence entre ces 2 applications-là qu'on connaît bien. On vous prépare un super webinaire à ce sujet-là également dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Marc-André. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci de ton temps. Merci, Maxime. Et merci, Cheyenne, à la production également. Merci tout le monde. Bon après-midi. Bye-bye.